Bonjour à toi et bienvenue sur Changer d'air. Je m'appelle Clément, je suis ingénieur et entrepreneur, mais surtout je me demande tous les jours ce que je vais bien faire de ma vie. Chaque semaine, je vais à la rencontre de celles et ceux qui changent le monde pour partager leurs histoires et ce qu'ils ont appris sur leur parcours. Alors si tu veux écouter ces histoires incroyables, si tu recherches ta voie dans ce monde complexe, ou si tu veux simplement avoir un impact positif et être heureux, alors ce podcast est fait pour toi. Bonjour Antoine. Salut Clément, ça va? Ça va très bien et toi? T'as le sourire, ça fait plaisir. Ouais. Écoute, merci beaucoup d'avoir accepté cette petite invitation. On parlait de plein d'autres sujets et au passage, on a réussi à trouver du temps pour ça. Tu m'as dit de t'introduire rapidement sans parler des boîtes que tu as montées, mais tu es quand même un entrepreneur à la base. Tu travailles depuis plus de 20 ans, en gros, pour aider les associations à collecter de l'argent, ce qui est indispensable pour ces assos pour vivre et pour avoir les actions qu'elles mènent. Et aujourd'hui, tu as 2 activités, mais on en reparlera un peu plus plus tard. Je crois que tu es aussi papa, si je ne m'abuse. Ouais, papa d'un petit garçon qui s'appelle Hugo et qui a 10 ans. Eh ben, on dit bonjour à Hugo. Et ma première question, avant qu'on rentre dans tout ce que tu as fait en tant qu'entrepreneur, en tant que dans tout ce que t'as pu aider, c'est quel genre d'enfance t'as eu et comment ça t'a mené où t'en es aujourd'hui? Pourquoi est-ce que t'as choisi ce chemin-là? Écoute, je dirais que j'ai eu une enfance normale. Je suis né à Paris, mais mon père était entrepreneur. C'est vrai Ok. que je suis dans une famille où il y a beaucoup d'entrepreneurs, puisque mes grands-parents des 2 côtés étaient entrepreneurs. Mes cousins étaient entrepreneurs. Donc peut-être ça a créé peut-être une influence, créé des vocations. Et ma mère est devenue entrepreneur aussi plus tard. Et mon frère et ma sœur sont également entrepreneurs. Ah ouais, là il y a plus de doute possible. Soit c'est génétique, soit. Ok. Ouais. Tous dans le même milieu ou pas? Alors, mon frère lui a monté effectivement une boîte sur l'impression 3D c'est devenu leader mondial dans ce domaine. Donc il a une belle réussite. Et là, il repart sur un nouveau projet dans le domaine de l'IA. Et Ok. ma sœur, elle, est ostéopathe. Elle fait aussi des formations sur ces sujets, mais c'est également entrepreneur. Mais en tout cas, ça elle s'éclate dans son boulot et voilà, donc c'est dans des univers un peu différents. On est tous aussi passionnés. Excellent. Et qu'est-ce que t'as fait comme étude? Du coup, t'as suivi des. Alors moi, j'étais pas un élève très brillant, donc je me suis arrêté au bac que j'ai eu au rattrapage. Et en On pense fait, à ceux qui passent le bac en ce moment d'ailleurs, ou qui ont ouais. fini le. Mais j'étais assez actif à l'école. J'avais créé la soirée de l'école, le BDE de l'école, alors que c'était vraiment le lycée. Et j'avais organisé avec des copains là une soirée avant le bac. C'était enfin juste après le bac, mais j'ai peut-être passé plus de temps à préparer cette soirée qu'à faire les révisions. Mais ça m'a pas mal plu l'événementiel, le fait d'organiser des choses. Et du coup, bah après mon bac, pendant 2 ans, j'ai fait que ça. Donc j'ai travaillé pendant pas mal de boîtes de nuit à l'époque sur Paris, où j'organisais des soirées. J'en faisais à peu près entre 4 à 6 par semaine. Oh, marrant. T'étais event planner ou t'étais même manager de la soirée? J'ai du mal à t'imaginer. Non, il y a des soirées on organisait, on avait en, en résident sur 2 des soirées, c'était Martin Solveig. Mais Donc, non! qui était notre Au résident. tout début de sa carrière. Bon, il marchait déjà super bien, mais c'était notre DJ résident. Au début, c'était tous les vendredis, ensuite c'était tous les samedis, donc ouais, c'était assez drôle. Ex- C'est des bons souvenirs. Excellent. Et à quel moment t'es passé dans le monde professionnel plus classique, je dirais? Écoute, il y avait un site internet qui se lançait, qui cherchait à toucher les jeunes. Il cherchait à être la première base de données sur les 18-25 en Europe. Mhm. Et du coup, ils voulaient travailler pas mal avec les BDE, les marques un peu qui s'adressent à cette cible. Et du coup, ils étaient sponsors de certaines de nos soirées. Et à un moment, ils m'ont dit, mais est-ce que tu pourrais pas nous rejoindre pour t'occuper de la promotion de ce Ouais. site? Et du coup, bah, j'ai dit banco. Ça rassure un peu mes parents d'avoir une activité, on va dire, plus normale. Ouais. Et du coup, j'ai rejoint cette boîte en 99. Cette boîte
je m'entendais bien avec aussi certains actionnaires. Ils m'ont proposé de basculer dans une autre de leurs participations qui s'appelait Akabi, c'était de l'achat groupé. Ok. Akabi s'est fait, il y a une prise de participation de Multimania, donc j'ai rejoint Multimania. Et Multimania ensuite s'est fait racheter par Lycos. Et du coup, j'étais chez Lycos, qui était leader en Europe sur pas mal de services. Ils avaient racheté aussi Caramel. Donc on était à l'époque, le groupe était leader sur l'email, sur les services de rencontre avec Love at Lycos, sur tout ce qui est page personnelle avec Multimania, sur la recherche avec Lycos. Donc on était plus de 500 personnes en France. Donc c'était un beau groupe. Voilà. Et du coup, j'ai quitté Lycos en 2004. T'en gardes des bons souvenirs de cette. Je voulais même te poser la question sur ta vie de soirée et même cette vie-là. Qu'est-ce que t'en retiens là après toutes ces années? Le fait d'organiser des choses, moi ça m'a plu, de faire monter la mayonnaise, j'étais marketing. Et chez Lycos on était leader, donc j'ai eu la chance de faire des beaux partenariats sur des festivals de musique, sur des lancements de films. On a fait des opérations à Cannes, on a fait pas mal de choses qui peut-être aujourd'hui peut sembler un peu pas très dans le domaine de l'impact, on va dire. Mais, Tu peux pas être. euh, mais écoute, enfin moi c'est des bons souvenirs. J'ai rencontré plein de gens, j'ai fait plein de choses dans le domaine assez différents, que ce soit dans le domaine du sport, de la bande dessinée. On a fait plusieurs fois le festival de Cannes, Mhm. donc c'était riche quoi. Puisque tu en parles de l'impact là justement, du coup comme tu dis là avant c'était pas dans l'impact, aujourd'hui enfin en t'ayant un peu parlé, j'ai l'impression que tu pourrais pas travailler dans quelque chose qui n'a pas un bon impact sur la planète et tu parles même de ton fils. Et un des derniers épisodes du podcast c'est sur l'alignement, donc le fait d'avoir ses valeurs et de travailler pour quelque chose qui fait avancer là où on veut aller. À l'époque, du coup, c'était pas du tout une question qui te posait ou c'est juste que tu n'avais pas encore ces consciences? Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui tu pourrais refaire le même métier et être épanoui ou ça t'arroderait trop de dire en fait c'est pas suffisant quoi? Non, ce qui s'est passé, c'est que je suis revenu d'une soirée de réveillon le 1er janvier. Et il devait être 3-4 heures du matin, même plus tard. En fait, il y a une personne qui s'est jetée du 6e étage devant moi. Elle a failli, donc elle a fait une tentative de suicide. Elle a failli tomber sur moi. En fait, quand elle s'est jetée, elle a rebondi sur le devant un peu d'un magasin. Elle a rebondi sur une voiture. Et ensuite sur le trottoir. Donc, elle était pas décédée, elle était consciente. Et elle souffrait beaucoup. Et en fait, moi, je me suis retrouvé tout seul avec elle. Le Il y a 1er une copine janvier, qui était un là, peu mais qui était assez traumatisée. Et du coup, moi, je cherchais à l'aider. Et je me suis trouvé vraiment assez inutile. Et c'est vrai que 1er janvier, les pompiers, tu les appelles, mais ils sont submergés d'appels, d'interventions pour des choses qui sont plus ou moins importantes. Et du coup, ils ont mis un peu de temps à venir. Et moi, je me suis vraiment senti inutile auprès de quelqu'un qui souffrait. Et ça m'a marqué. Et à partir de là, j'ai voulu essayer d'être utile. J'ai essayé de faire ça dans mon boulot. Euh, ça t'a vraiment fait un avant-après en fait. ouais, il y a vraiment eu un avant-après. Ouais. C'est fou. Et du coup, tu vois, je me suis formé. Du coup, comme j'avais aucune connaissance en gestes de premier secours, j'ai fait une formation en gestes de premier secours. C'est le premier niveau, je l'ai fait à la Croix-Rouge, protection civile. Je suis tombé dans les pommes pendant la formation parce que je sais plus, on parlait sur les hémorragies. Je me suis projeté, j'ai visualisé le truc et je suis tombé dans les pommes. Je me suis dit voilà, et après cette formation, je me suis pas trouvé vraiment beaucoup plus utile, donc j'ai fait une deuxième niveau de formation et là c'est une formation de premier secours en équipe. Donc là c'est pas une journée, c'est une semaine complète. Ok. Donc c'est beaucoup plus avancé. Et à la fin on m'a dit mais soit tu peux être bénévole. Et il y avait des gens qui faisaient la formation qui me disent mais moi je vais partir chez les pompiers pour être pompier volontaire. Est-ce que tu veux pas être pompier volontaire? Et je leur ai dit bah ouais banco. Et du coup à côté du boulot j'ai été 2 ans pompier. Ok. Et pareil je me suis dit bah tiens je vais être utile. Et en fait je me suis pas forcément trouvé à ma place
J'avais pas l'impression d'utiliser toutes mes compétences. Et voilà, et du coup, en tout cas, ça gambergeait un peu là-dedans. J'ai eu l'opportunité d'être officier de gendarmerie aussi. Je Ok. voulais être utile. Je me suis dit, peut-être, je vais plus utiliser mes compétences, mon réseau relationnel. Et j'ai fait ça 1 an et demi, 18 mois. Et pareil, je me suis pas non plus trouvé à ma place. Et dans le cadre de l'ICOS, on était partenaire d'un événement dans le cadre de la Journée mondiale des droits de l'enfant, et ça m'a pas mal plu. Et du coup, la personne qui avait monté cette boîte, il y avait une boîte qui s'appelait Beautiful World. Et du coup, je l'ai rejoint en tant que directeur général. Et du coup, on a monté pas mal d'événements pour des choses qui nous semblaient importantes. Donc, on a monté la quinzaine du commerce équitable. On a monté Novembre en enfance, qui était une belle opération dans le cadre de la Journée mondiale des droits de l'enfant. On a monté aussi la rose Marie-Claire, qui était une rose qui était vendue 3 euros. Et sur chaque rose qui était vendue, tu avais 1,50 € qui était reversé à des associations de scolarisation des petites filles. Donc on a pu reverser plus d'1 million d'euros à pas mal d'associations. Et on a eu la chance d'avoir Monica Bellucci, Axel Red, Isabelle Adjani, Claire Chazal, Vanessa Paradis en marraine. La deuxième année, on a eu toutes les présentatrices télé de toutes les chaînes de télévision. Donc là, c'était vraiment un boulot où moi, j'ai l'impression d'utiliser mes compétences en termes de marketing, de communication, tout en faisant quelque chose que j'aime et dans lequel je me trouvais utile. Donc, et ensuite, j'ai basculé dans une autre agence. Euh, et j'ai accompagné pas mal d'associations et ensuite c'est parti, quoi. Voilà. Ouais. Qu'est-ce que tu dis, enfin, cet événement, du coup, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait que tu cherchais quelque chose après ça? Tu t'es dit, il faut que je sois utile. Tu t'es dit, il faut que j'aide. Ouais, c'était vraiment le truc. Alors peut-être tu le fais de manière consciente et inconsciente. Moi, je me suis dit, tiens, après cet épisode, il faut quand même que je connaisse mes gestes de premier secours pour être plus utile la première fois. Je fais cette formation, je me sens pas vraiment beaucoup plus utile, donc je fais une deuxième niveau de formation. En étant pompier, j'ai fait des interventions aussi qui m'ont marqué, mais en fait, quand tu as des personnes vraiment qui sont en souffrance, toi, tu maintiens, mais tu attends le SMUR, enfin les médecins. Voilà, donc en fait, tu stabilises, mais enfin, Toi qui sauve. c'est pas, tu fais pas grand chose, quoi. Mhm. Donc c'est pas pour dévaloriser le métier de ils font un super boulot, ils sont très utiles, mais moi à titre personnel, je me suis pas senti très utile. J'étais pas aussi par rapport à des pompiers professionnels qui connaissent par cœur, si tu veux, les gestes, les procédures. En pompier volontaire, tu fais ça à côté du boulot. Ouais. C'est ouais, on va dire c'est différent et moi je me suis dit mais attends Antoine, tu as des compétences en marketing, en communication, tu as un réseau relationnel, tout ça tu l'exploites pas. Donc je me dis je peux être peut-être plus utile en travaillant de manière différente, quoi. Mais ça a été effectivement un fil conducteur. Peut-être je sais pas s'il a été 100% conscient. Ok. Ouais, ça s'est fait un peu tout. Idée. Ouais. C'est fou parce que quand tu me parles, ouais, de avant et après, avant, t'es là, et tu fais tes soirées et après, ça devient, genre, dans tes mots, c'était vraiment clair et net qu'il fallait que tu te sentes utile et c'était la question que tu te posais, quoi. Ouais. Et tu vois, c'est marrant parce que du recul, je suis aussi parti en Asie, je me suis occupé d'enfants, ça m'a pas mal plu. Du coup, j'ai voulu Mhm. aller encore plus loin. Et c'est vrai que je suis parti peut-être 2-3 semaines en Asie. Et quand je reviens en France, je ressors. Mhm. Et en fait, les gens dans les soirées, enfin, j'ai l'impression que ça n'avait pas évolué. Et Ouais. moi, j'avais l'impression d'avoir beaucoup évolué. Du coup, ouais, ça me donnait envie d'aller encore plus loin, quoi. Est-ce que tu penses que c'est une question que enfin, qu'on se pose souvent dans le monde du sens et de l'impact? Il y a quand même souvent, quand tu parles un peu avec les gens, tu sens qu'il y a eu une souffrance ou qu'il y a eu un trauma ou qu'il y a eu un événement qui les a marqués, genre une confrontation assez proche, et que c'est ça qui a été au début, en tout cas, le moteur d'un engagement, tu vois. Et donc souvent on se demande, mais en fait, est-ce qu'il s'est obligé de passer par là? Enfin, c'est certainement jamais obligé, mais est-ce que le Antoine Martel d'IA qui n'avait pas vécu ça, si on lui avait dit mais tu sais que tu devrais t'engager pour des trucs qui ont du sens, est-ce que tu penses qu'il aurait dit oui ou?
ou finalement c'est des événements comme ça qui font que les gens partent, s'engagent et Je je sais pas, je me dis aussi, tu vois, dans le domaine du sport, tu as des gens qui font des choses, assez intenses, ouais, tu dis: «Est-ce qu'il y a pas forcément un trauma? Il y a pas une histoire derrière ça?» ouais, c'est vrai aussi. Voilà. Et écoute, j'ai trouvé pas mal de cas où effectivement, bah, c'est le cas, et Ouais, j'ai trouvé des contre-exemples. OK. Donc ou ensuite, est-ce que c'est des gens qui ont pas voulu me dire aussi, le trauma peut-être qu'ils ont vécu? Mais quand je les questionne justement sur ces situations, est-ce qu'il y a eu un trauma? Est-ce qu'il y a eu un moment déclencheur? Ils l'ont pas vu, quoi. Parfois, ils se disent: «Non, non», c'est vrai, non, mais c'est vrai que ça arrive, mais c'est tellement rare. Enfin, c'est pas tellement rare, mais il y a tellement toi, tu dis: «Ah bah oui, mais maintenant je comprends pourquoi t'as cette gentillesse, pourquoi t'as cet amour, cette tolérance, qui est, finalement pas si commune que ça», tu vois? Enfin, c'est pas si commun que ça. Mmh. Et ça fait plusieurs fois que tu utilises le mot trauma. Ce que tu as vécu, ça, si c'était un traumatisme, comment tu l'as, je sais pas, combattu ou comment tu l'as traité? J'ai pas l'impression que c'était un trauma, la Toi, personne toi, t'as- qui était vraiment en trauma, c'était celle ouais, qui qui s'est suicidée, qui a fait cette tentative en tout cas de suicide chez moi, et elle avait plusieurs, fractures ouvertes. Enfin, c'est elle qui était vraiment en trauma. Moi, ça m'a pas traumatisé, mais je me suis dit: «Bon, bah, ça m'a marqué, on va dire. ok, 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 Ça m'a interpellé, ça a fait que j'ai évolué dans pas mal de choses». je vois ça. Ok, merci pour ce partage. C'est assez fort. Qu'est-ce que, à quel moment du coup, comment ça s'est passé à Eraser? Parce que tu nous as raconté que tu avais fait du coup plusieurs expériences où tu avais aimé vivre ça. Ouais. Comment, Écoute, donc au début, je faisais beaucoup d'opérations événementielles, que ce soit la quinzaine du commerce équitable ou la Rose Marie Claire. Et écoute, je rebascule, mais grâce à l'ICOS, Multimania, Kaby ou Invot, j'ai quand même un peu d'expérience sur Internet. Et il y a une agence, c'était l'agence Optimus, qui m'a proposé de les rejoindre en directeur du développement et directeur de toute la partie Internet. C'était vraiment au début. Et écoute, j'ai un copain qui prend la direction de Facebook France. Alors, à l'époque, c'était pas aussi gros que on peut le savoir, qu'on peut le connaître aujourd'hui. Il venait de chez MySpace et il me dit: «Écoute Antoine, j'ai pas mal d'inventaire publicitaire, je te le donne et tu donnes à l'association que tu veux», voilà. Et du coup, on venait de gagner la fondation Nicolas Hulot. attends, juste, Heu, ça veut dire quoi? J'ai des inventaires publicitaires, c'est-à-dire j'ai de la place pour des pubs? ouais, j'ai de la place pour des pubs. Ok. J'ai plein de places. J'ai plein de places, mais il y a J'ai pas assez de gens qui sont encore pas prêts à payer. d'annonceurs. Ok. Ouais, voilà. Donc j'ai de la place de disponible, et à la place de l'utiliser pour, de l'auto-promo ou pour, promouvoir les services de Facebook, bah, autant j'utilise, pour une association, hein. Donc Ah, il me donne un bel inventaire publicitaire. Nous, on décide de le mettre à disposition de la fondation Nicolas Hulot, et eux, ok. ils sortaient du pacte écologique et du défi pour la Terre, qui avait fait un peu de bruit, et on fait toute une opération. Et écoute, il y a 40 000 personnes qui cliquent sur un bouton: «Je veux faire un don». Donc moi, je suis hyper content, j'appelle, l'association, je dis: «Alors, combien de dons?» Et il me dit: «Écoute, je sais plus, 20 ou 25». Je dis: «Mais c'est pas possible, Ah, de on peut 40 pas, 000 à, ouais. il y a un souci». Et je reviens sur leur formulaire, et leur formulaire, fallait, se créer un compte, attendre d'avoir le login mot de passe, et c'était un formulaire en 8 étapes. Pourquoi vous les donnez? Comment vous nous avez connus? Votre profession? Tu vois, il y avait plein de questions qui étaient pas, qui étaient peut-être intéressantes d'un point de vue marketing, mais qui faisaient que le don était, très, très long, quoi. Ok. Et je me suis dit: «Mais ça sert à rien de dépenser, du temps et de l'énergie si tu as pas un formulaire de don qui est simple, rapide, sécurisé». Et j'ai commencé à travailler là-dessus. Ah ouais. Et bon, ensuite, on a travaillé vraiment sur un front, c'est ce que les internautes voient. Mhm. On a pas mal, testé, donc on a gagné, des gens comme, Greenpeace, la Croix-Rouge, Action contre la faim, pas mal d'associations. Et à un moment, on a développé un back, donc un back office, si tu veux, pour administrer le front office. Et ensuite, à un moment, on s'est dit: «Bah, à la place de l'héberger sur les serveurs des associations, on va nous l'héberger nous». Et comme ça, quand il y a une mise à jour, tout le monde bénéficie de cette même mise à jour.
Et c'est comme ça qu'on a créé cette boîte Eraser. Et du coup, elle s'est bien développée puisque Juste pour résumer, cette première étape que tu viens de nous expliquer, c'est en fait, tu te rends compte de ce problème-là, tu dis, il y a 40 000 personnes qui voulaient donner et il y en a que 20 qui ont donné à cause d'une expérience utilisateur complètement ouais, déplorable. ouais, Et là, tu dis, vas-y, en fait, il faut que je propose quelque chose de nouveau. Là, ouais. c'est certainement ta famille d'entrepreneurs qui se joue en toi ou enfin, tu dis, vas-y, je vais faire ça. Et tes premiers clients, tu les as eu facilement, ça veut dire? Écoute, Tu parles comme ça, comme si ça coulait tellement, mais bah, c'est la version accélérée. Là, on est dans un podcast, donc voilà. Mais ça, il se passe quelques mois. Mais effectivement, ça a été un beau succès. Les gens démarraient sur Internet et ce qu'on proposait, bah, c'était assez cohérent et on avait des bonnes performances. Donc, tu vois, il y a certaines associations, la plupart des associations font des appels d'offres. Je sais ouais. plus, on avait gagné 48 appels d'offres sur 50 répondus. Donc, on avait T'avais fait, une on bonne avait solution, t'avais une très bonne solution. Et le ouais. business model, c'était qu'ils te payaient en fonction des dons ou ils te payaient une charge fixe et... Non, c'est suite au scandale de l'ARC, la rémunération de pourcentage de fournisseurs et peut amener à des dérives. Ouais, Donc en fait, le comité de la charte recommande plutôt de rémunérer les prestataires sous forme de manière indépendante aux fonds qui sont levés. ok. Euh, donc on est plutôt sur, il y a un coût de mise en place, il y a un abonnement mensuel Mhm. pour payer les coûts d'hébergement, de développement, de mise à jour. Et ensuite, il y a un coût par transaction puisque le réseau Visa Mastercard facture des frais à chaque utilisation d'une carte. Ok. Donc on était sur ce modèle-là et quand donc on a créé la société, moi j'étais le fondateur, le PDG et on l'a emmené, on a processé plus de moi quand j'ai quitté, on avait dépassé le milliard. On travaille pour plus de 700-800 ONG dans 22 pays différents. On Mhm. avait signé la Croix-Rouge à l'échelle mondiale, le World Food Programme, l'UNHCR à l'échelle mondiale. On avait géré l'incendie de Notre-Dame de Paris pour 3 décades d'associations agréées Ouais. par le gouvernement. J'ai mis en place la plateforme du gouvernement en 1 heure. Donc l'incendie de Notre-Dame, c'était le lundi à 18h. Et tu vois, le mardi, je contacte les monuments nationaux. À 11h, j'ai une validation du gouvernement. Et du coup, on a lancé la plateforme, tu vois, à midi et demi, quoi. Et du coup, ils avaient collecté pas mal d'argent, mais ça s'est fait très, très rapidement, quoi. C'est exceptionnel. Et donc, ça veut Ouais. dire qu'en plus, tu avais une solution tellement adaptable, tu étais prêt à tout déployer. Ouais, ça allait vite. L'idée, c'était de pouvoir tenir la charge. Parce que, en fait, quand t'es un don, t'es touché, t'es ému, t'es inspiré. Soit ça marche, tant mieux, mais si ça marche pas, tu mets pas un post-it donner demain. Tu passes à autre chose. Ouais, Je le dis souvent, on a besoin de manger, on a besoin de boire, mais on n'a pas besoin de donner. ouais, c'est vrai. Euh, et du coup, il faut que le don soit vraiment le plus simple et le plus rapide possible. Ok. Donc on a vraiment travaillé là-dessus et il faut aussi que la solution puisse être la plus simple et la plus facile possible à déployer. Euh, bon, donc ça a été un beau succès. J'ai vendu mes parts en octobre 2020. J'ai gagné des sous. Et moi, je voulais investir uniquement dans l'impact. Donc j'ai fait un don de 50 000 € à différentes associations. J'ai créé une holding pour investir dans des startups. Et du coup, j'ai investi à peu près 600 000 € de manière directe ou indirecte dans différentes En tant que startups. Moi, business, je voulais faire uniquement l'impact. ouais. Ouais, en tant que En tant que business angel. business Apple. Ok. Voilà. Et bah, c'est souvent une histoire que je raconte. Donc pour ceux qui vont écouter éventuellement ça se passe, ils vont dire, il nous rabâche encore à cette histoire. C'est vrai que je la trouve assez illustrative. J'ai failli investir dans une boîte de sport où cette boîte, elle voulait être la boîte de sport la plus écolo en Europe. Moi, j'adore le sport. Je suis un ancien vice-champion de France d'aviron. J'étais 3e au regate international. J'ai fait plein de choses différentes, mais ça me plaît. Et du coup, entendre qu'il y a une boîte qui va être la boîte de sport la plus écolo, tu vois, ça me Ça parle. touche, ouais. Et l'idée, leur idée, c'était de récupérer du plastique des océans, transformer ce plastique en vêtements de sport en polyester recyclé. C'était fabriqué au Portugal, donc économie, tu vois, circulaire. Donc Ouais. sur le papier, génial. Super équipe, des anciens de Puma, LVMH, de belles boîtes, une super traction.
plein de personnalités qui portent gratuitement les produits. Et je m'apprête à investir dans cette boîte et j'ai WWF et notamment et Surfrider et ils me disent Antoine, tu vois, je les sentais pas à l'aise et je leur dis mais pourquoi? Et ils m'expliquent en fait que des vêtements de sport en polyester ou polyester recyclé, à chaque fois que tu les nettoies dans une machine à laver, tu as des microfilaments qui sont pas filtrés par les machines à laver, qui s'échappent du vêtement. Ça va dans les rivières. C'est pas aussi filtré par les stations d'épuration. Donc ça retourne dans les rivières, ça retourne dans les océans. Donc c'est pas très pertinent. Il m'explique que même si tu arrives à récupérer un peu de plastique, que 80% du plastique il coule, il est au fond des océans. Qu'autant des morceaux de plastique, tu peux les récupérer, mais des microfilaments, c'est impossible à récupérer. Il m'explique que tant que tu donnes des excuses à l'industrie pétrochimique pour dire que le plastique qu'ils produit, en fait, on peut le recycler, bah, ils disent, bah, on peut continuer à en produire, alors qu'il faut qu'on arrête de produire du plastique. Chaque année, on bat des records de production, malgré la fin du plastique à usage unique. Tu sais, les pailles, les couverts, enfin, voilà. Bah, en fait, je t'ai dit, bah, ça va limiter la production de plastique. Et en fait, on continue à en produire et à battre des records d'année en année. Ok. Et c'est vrai que c'est un problème grave pour la biodiversité, pour l'environnement. Il paraît qu'on ingère, nous, chaque semaine, une carte bancaire, enfin, Ouais. l'équivalent d'une carte bancaire de plastique. Ouais, ça fait Euh, froid dans le dos. Ça va expliquer le développement de certains cancers. Donc, je trouve il faut vraiment agir dessus. Et j'étais pas au courant de tout ça. Et je me dis, mais tiens, les associations, ils ont une connaissance, une expertise qui est pas toujours mise à disposition d'investisseurs. Pourquoi pas créer un véhicule d'investissement à place que moi j'investis tout seul dans mon coin, sans forcément avoir toujours l'expertise. Pourquoi pas créer un véhicule d'investissement où on associe des associations qui ont cette expertise, qui agissent sur le terrain, qui entre un PowerPoint et la réalité du terrain peuvent nous dire, écoute, ça c'est sur le terrain ça marche pas, ou voilà les risques qu'il peut avoir. Voilà. Et du coup, en parlant avec d'autres associés, avec d'autres personnes, on a créé Good Only Venture, qui est un véhicule d'investissement. Donc on est une SR, une société capital risque. Et du coup, là, on a levé à peu près 4,5 millions d'euros. Donc on est un petit véhicule d'investissement, mais on a investi dans 14 startups. On a investi des tickets entre 100 000 et 300 000 euros. Et bah, c'est vrai que les entrepreneurs aiment bien travailler avec nous parce qu'on apporte des choses différentes d'autres fonds d'investissement. Et on apporte surtout cette caution, cette validation des associations. On apporte un réseau de business angels qui ont investi dans notre véhicule, qui sont prêts aussi à s'impliquer au-delà de l'argent qu'ils mettent, en donnant leur temps, leur réseau, leur expérience. On a des gens dans les univers très différents et ben on est hyper content. Et c'est vrai que le fait d'avoir des associations, ça rassure beaucoup de monde. L'idée, c'est d'être efficace. C'est vrai que les rapports du GIEC nous disent qu'il faut agir vite, mais il faut aussi agir de manière efficace en finançant les bonnes solutions et des solutions qui ont un minimum d'externalités négatives. Ouais. Ce que tu viens de dire, externalité négative, j'allais dire, c'est un peu ça la base de toute ta réflexion, en fait. C'est de te dire, les start-upers et qui ont des super bonnes idées, genre aller chercher le plastique des océans et tout, c'est bien, mais s'ils ont pas creusé assez le sujet pour savoir si, au bout du compte, la solution, elle est pas plus négative qu'autre chose, quoi. Je pense qu'il y a plein de gens qui sont de bonnes intentions, Ouais, qui bah sont ouais. sincères dans leur approche, qui veulent bien faire, mais on dit aussi de l'enfer que c'est pavé de bonnes intentions. Ouais. Donc l'idée dans l'impact, je me dis que c'est quand même pas mal de s'entourer de gens différents, d'avoir des points de vue différents pour vraiment s'assurer que le dossier qu'on va financer, euh, au-delà d'aspects purement financiers, est-ce que c'est un dossier qui apporte vraiment une solution pérenne, durable aux problèmes Ok. auxquels il s'adresse? Ok, merci. Ça veut dire quoi avoir une association dans ton véhicule On d'investissement, a c'est, la Croix-Rouge française, Handicap International, la Fondation Good Planet, Surfrider Foundation, qui ont investi de l'argent chez nous ils et investissent. qui ont un droit de veto sur nos investissements. Donc nous on reçoit un dossier, mettons qu'on trouve ce dossier bien, on leur envoie, on leur dit nous on aime bien ce dossier, qu'est-ce que vous en pensez? Et soit ils nous disent drapeau vert, et dans ce cas-là on va pouvoir poursuivre l'analyse et éventuellement investir dans ce dossier. Soit ils nous disent drapeau orange,
et du coup, on va creuser certains éléments pour lever leurs doutes. Ouais. Soit c'est un drapeau rouge, et si c'est un drapeau rouge, ben on n'y va pas. Et on explique à l'entrepreneur, écoutez, désolé, la situation nous dit ça et ça et ça sur votre dossier, donc on va pas y aller. Ça t'est arrivé que ce soit la première boîte dont tu parlais tout à l'heure avec les vêtements de sport ou d'autres boîtes, que les entrepreneurs changent de modèle ou arrêtent en se disant en fait j'avais pas compris ça et ce que tu me dis ça veut dire si ma solution n'est pas adaptée à la réalité du terrain alors je change. À ma connaissance, non. Ensuite, moi, je maintiens pas forcément le contact avec les gens à qui on dit non. Normal. Et on leur explique. Ce qui est clair, c'est que et moi-même, je le vois aussi, c'est que au niveau de maturité des startups, tu es assez agile et tu peux Ouais. pivoter, t'adapter assez rapidement. Donc, et tu t'adaptes en fonction des retours que tu as des uns des autres. Mhm. Donc, il y a peut-être des gens qui eux, ont un produit qui juge qui marche. Voilà, donc peut-être la boîte de sport, elle a continué dans cette voie-là. Peut-être elle a trouvé d'autres alternatives au polyester recyclé. Tu as Ouais. d'autres matières qu'elles ont pu développer, mais moi j'ai pas forcément suivi ça. Ok. Ok, Et c'est vrai que l'intérêt du véhicule, c'est de partager l'information, partager les meilleures pratiques. Euh, on fait régulièrement des soirées au siège des associations. On invite nos partenaires, nos actionnaires et des investisseurs potentiels. Et du coup, ils peuvent challenger un peu leurs certitudes auprès des experts des associations. Et je me dis, t'apprends plus en rencontrant des gens d'univers différents qu'en rencontrant des gens de ton même univers, de ton même cercle relationnel. Donc, je trouve ça enrichissant, quoi. bah ouais, clairement. On s'enrichit quand on rencontre des gens qui n'ont rien à voir avec notre milieu, mais c'est tellement rare. Je crois qu'on se, enfin, on se dit à chaque fois le monde est petit, mais parce qu'on passe notre vie avec des gens qui nous ressemblent, qu'on fait les mêmes études et tout. Tu t'as parlé de Océan Leader Summit et tu m'avais déjà parlé, enfin, de cet événement dans le sable où, à quel moment tu t'es engagé avec cette association? Écoute, donc Surfrider Foundation, c'est une association que j'aime beaucoup. J'ai travaillé avec près 700-800 associations différentes. Elles font tout un boulot fabuleuse. Mais j'ai un coup de cœur sur une association qui est Surfrider. Toi, Donc eux, ils s'occupent fais de du la surf aussi? protection des océans. Je suis un mauvais surfeur, mais en faisant différents sports nautiques, que ça soit de l'aviron, du kayak, de la plongée, de l'apnée, du bodyboard ou effectivement du surf, du paddle, tu prends conscience de pollutions qui sont visibles, Mmh. le plastique, mais et là en travaillant avec Surfrider, ils m'ont parlé aussi de pollutions qui sont invisibles, des pollutions bactériologiques, des pollutions chimiques. Et là justement, de plus en plus quand tu fais des sports nautiques, tu peux avoir des maladies de type ORL. J'ai la femme d'un mon copain, elle a failli mourir. Elle a eu un staphylocoque. En fait, en ramant, s'est fait une blessure sur la main, une ampoule. Il y a eu de l'eau et l'eau était polluée avec une bactérie. La bactérie s'est infiltrée et elle a failli être amputée. Donc, elle a une grande cicatrice Mmh. importante. Voilà. Et moi, j'ai envie que mon fils, il puisse pratiquer des activités nautiques dans les meilleures conditions possibles, enfin, continuer à le faire. Moi, c'est vrai que ça m'a apporté plein de plaisir. Enfin, j'ai plein de souvenirs et j'aimerais bien qu'il puisse le faire sans mettre sa santé en danger. Et c'est vrai que il y a de plus en plus de pollution. Et Surfrider est là pour agir. Donc, ils font ça en faisant de l'éducation, de la sensibilisation, du lobby. Ils font beaucoup de lobby pour qu'il y ait des lois qui passent. Ok. Donc, moi, c'est une association dans laquelle je me suis beaucoup impliqué. Avec ma femme, on s'est marié le jour de la Journée mondiale de l'océan, à l'espace océan, devant l'océan. C'est La vrai. mise de mariage est au profit de l'association Surfrider. Félicitations. Euh, donc, du coup, moi, c'est une association que j'ai essayé d'aider du mieux que je peux. Et il y a une journée mondiale de l'océan qui est le 8 juin de chaque année. Ouais, Et il y a 4 ans, je me suis dit, tiens, ça pourrait être pas mal de faire un truc pour cette journée. Et du coup, j'ai proposé à différents entrepreneurs bordelais qu'on fasse une collecte de déchets pour ce jour-là et qu'on se boive des bières, tu vois, sur la plage. Et on était une cinquantaine. ok. On a organisé ça en 2-3 semaines. Je me suis dit, ça, c'est quand même pas mal. Il y avait des investisseurs, des business angels bordelais qui étaient là. Je me suis dit, on va refaire ça. La deuxième année, on était 140.
La troisième année, on était 250 et cette année, on va être 300. Et bon, on s'est dit, on va quand même essayer de faire les choses encore mieux, d'avoir encore plus d'impact dans cet événement. Donc, on a demandé le patronage de l'Élysée qu'on a obtenu. Donc là, l'événement est placé sous le haut parrainage d'Emmanuel Macron, le président de la République. On a le patronage du secrétariat d'État à la mer et à la transition écologique. On a le patronage du secrétariat au numérique et à l'intelligence artificielle. On a la région qui nous soutient, le BDC Atlantique, Bordeaux Métropole, Lacano. Et là, cette année, on devrait avoir à peu près 70 investisseurs. Il y a à peu près 35 fonds qui ont déjà confirmé qu'ils seront présents. Okay. Il y a des fonds qui viennent à 3. Et on a là, cette année, on a Pauline Ado qui est championne du monde de surf. On a Alice Lemoine qui est triple championne du monde de surf. On a Lou qui est une fille de 18 ans qui a eu un cancer du cerveau à l'âge de 7 ans. Elle a perdu l'usage de son œil gauche. Elle a plus qu'un dixième à son œil droit. Et j'ai compris que son frère lui a dit, écoute, arrête de te lamenter là-dessus, quoi. La vie continue, tu peux y aller. Ouais. Et du coup, elle a fait du surf parce que lui, son frère faisait pas mal de surf. Il lui a dit, écoute, tu peux faire du surf. Et du coup, elle est devenue championne du monde de surf en parasurf. Wow. Donc, elle est assez inspirante. Et on a Alban Michon aussi, qui est un plongeur de l'extrême. Et qui a fait plusieurs fois des plongées en Arctique, en Antarctique, et un explorateur polaire. On a failli avoir Mike Horn aussi, mais du coup c'est un événement, si tu veux, qui brasse des leaders, des sportifs, des artistes. Là, on va avoir un artiste international qui sera là sur la prochaine édition, et on a beaucoup d'entrepreneurs et d'investisseurs qui sont présents. Et c'est vrai que quand tu as les pieds dans le sable devant l'océan, les gens ont le sourire. Comme c'est un événement aussi au profit de Surfrider, les gens ont une bienveillance, un état d'esprit qui est vraiment différent que quand tu es dans un salon professionnel, peut-être à Porte de Versailles. Ouais. Là, tout devient plus simple, plus facile, et il y a beaucoup de bonne humeur. Et je trouve que l'investissement, c'est aussi beaucoup une histoire de confiance, de relation. Et cet événement, elle permet de créer des relations dans des cadres un peu totalement différents. Ok. C'est beau ça s'appelle Ocean Leader Summit, c'est ça? Ouais, c'est la 4e édition. Je le mettrai en référence. Cette année, donc c'est le 5 juin. C'est le jeudi avant la Journée mondiale de l'océan. Et c'est à Lacano. C'est vrai que c'est un super bel événement. Et on peut encore s'inscrire? Ouais, on peut encore s'inscrire. Alors là, il reste plus beaucoup de places, mais on peut encore s'inscrire. Et il y a, si tu veux, des activités sportives pour que les gens prennent conscience à quel point l'océan nous apporte des choses positives. Mais comme les activités sont mélangées, tu vas faire des activités avec des investisseurs. Donc toi, si tu es entrepreneur, c'est assez intéressant parce que tu vas pouvoir pitcher ton projet dans un cadre totalement différent, avec une écoute différente aussi. Mais je pense que les gens vont s'en souvenir plus que, tu vois, dans une visio, un truc comme ça. Et ensuite, il y a un déjeuner, il y a une collecte de déchets aussi qui est organisée. Donc, pareil, on mélange les groupes. Donc, tu as des investisseurs, des entrepreneurs qui ramassent des déchets ensemble. Et ensuite, tu as un speed dating. Donc là, c'est plus classique où on va avoir 8 sessions de 10 minutes où des entrepreneurs vont pitcher auprès d'investisseurs. L'idée, c'est Sur la plage ou pas le pitch? Comment? Sur la plage, le pitch? Vous avez... Ouais, sur la plage. Ah ouais, sur la plage. Vous êtes allé jusqu'au bout, quoi. Ouais, on est allé jusqu'au bout et ensuite c'est soirée les pieds dans le sable. Donc c'est vraiment très agréable et chaque année les gens sont super contents de venir, de participer. Il y a que des sourires sur le visage des gens, donc ça fait plaisir. Bah déjà t'en parles là depuis tout à l'heure, il y a ce sourire qui se dessine sur ton visage. Et enfin j'ai envie de rebondir sur le côté relation parce qu'en effet en jouant, en faisant je sais pas si tu fais du beach volley avec quelqu'un, tu crées une relation beaucoup plus forte qu'en pitchant n'importe quel projet. Et même si l'investisseur te donne pas son argent, t'auras créé un lien qui est incomparable avec n'importe quel autre lien, quoi. Ouais, il y a 2 terrains de beach volley et en général il y a plus de joueurs que de places disponibles sur le terrain. Donc tu as des gens qui attendent et en attendant ils pitchent et ça se fait mais hyper naturellement. En fait, les gens ont des bracelets. Ouais. Donc, tu as un bracelet pour les journalistes, un bracelet pour les investisseurs, un bracelet pour les entrepreneurs. Et du coup, t'es investisseur, tu fais quoi? T'es entrepreneur, tu fais quoi? Ah oui, c'est intéressant. Ah il
écoute, faudrait qu'on se revoie. Mais il y a une ouverture, une simplicité que il y a pas forcément, enfin que moi que je retrouve pas forcément dans des événements en ville, quoi. Bah oui, je veux bien te croire, comme tu dis, c'est pas pareil qu'à Porte de Versailles. Est-ce que tu as d'autres projets pour le futur là, où tu restes concentré sur ces deux Écoute, moi ma principale activité c'est Airwood, donc c'est aider les associations à collecter des sous. On a remonté une société avec mon meilleur ami et son associé. Donc aujourd'hui, on a un beau développement. On a beaucoup travaillé la performance de notre solution, mais surtout l'éco-conception de notre solution, l'activité de notre solution. Ouais. Donc, donc là-dessus, je suis content. On a un beau développement. Ensuite, je m'investis beaucoup également sur Good Only, mais là, c'est à titre bénévole. Donc, on a un directeur général qui est aussi euh, qui est Geoffroy Vincent, qui gère la boutique. On est 12 associés fondateurs aussi en tout. Voilà, donc ça se développe. Et l'Ocean Leader Summit, c'est aussi quelque chose que je fais de manière bénévole à côté d'Airboot. Mais écoute, ça se fait bien, quoi. Bah ça vient comme ça, mais ouais. Merci de faire ça, c'est mon apport. On a besoin de gens qui sont engagés, et en plus j'ai l'impression que tu le fais avec pour le plaisir aussi de voir ces choses émerger, ces entreprises, les meilleures entreprises possibles. Et Donc c'est ouais, je voulais rajouter un truc. Tu vois, sur l'Ocean Leader Summit, entre lire un article qui t'explique que le plastique, ouais, c'est vraiment pas terrible pour l'océan, et ramasser sur une plage une centaine de sacs plastiques, enfin de 100 litres, de comptabiliser les déchets que tu as ramassés, de prendre conscience de la diversité des déchets, à quel point ils sont de plus en plus petits. Ça peut être mangé par des poissons, des oiseaux, mais d'en prendre conscience d'un point de vue, tu vois, assez émotionnel, quoi. Bah, ouais, c'est vrai que du coup, forcément, ça fait changer un peu ton comportement, parce que tu en prends conscience de manière vraiment beaucoup plus enfin, ouais, émotionnelle, je me répète. Et du coup, nous, l'événement, on assume que il n'y a pas peut-être que des boîtes dans l'impact qui sont présentes. Il y a plein de boîtes qui sont pas dans l'impact et qui viennent à l'événement, peut-être uniquement pour rencontrer des investisseurs. Mais on se dit que c'est pas en étant uniquement dans l'entre-soi entre gens déjà convaincus qu'on va faire bouger les choses. Donc on assume le fait que c'est un événement qui est ouvert avec des gens qui sont pas dans l'impact, peut-être qui sont présents, mais justement, en faisant une collecte de déchets, en étant devant l'océan, ils vont prendre conscience de sa beauté et aussi de sa fragilité, ouais. et qu'il faut agir pour protéger, parce que sans un océan en bonne santé, qui produit 60% ou 50% de notre oxygène, qui est un puits carbone énorme pour notre planète, qui est l'une des premières ressources économiques pour je crois, c'est plus d'1 milliard d'habitants sur Terre, première ressource en protéines aussi pour des milliards de gens, ça va être compliqué, quoi. Donc, on est vraiment lié à avoir un océan en bonne santé. Mhm. Et du coup, je me dis que cet événement, s'il peut sensibiliser, faire bouger les choses auprès de décideurs, de gens influents, de gens qui ont de l'argent, de gens qui peuvent faire bouger les choses, je me dis ça aura de l'impact. C'est sûr que ça aura de l'impact. Comme t'évoques un peu ce côté océan, et moi je pense que les dernières données écologiques que je vois, c'est un lien à ça, ou qui me font un peu pas dire paniquer, mais tu vois, quand on parle d'écolo-anxiété, moi souvent ça vient d'éco-anxiété, ça vient de ce côté océan qui s'acidifie, en fait, qui est une boucle en plus, un cercle vicieux où ça s'acidifie, la température augmente, il y a moins de carbone stocké. Comment tu gardes de l'espoir dans sur cette version écologique, et tu dis en fait mon fils ça va aller mieux, alors qu'en fait j'ai l'impression que toutes les données pointent vers ça va être de pire en pire. Et écoute, je crois qu'il y avait un livre de Mathieu Ricard où il racontait une histoire. Tu avais un, un jeune sur une plage il y avait plein d'étoiles de mer échouées. Et il Ouais. y en avait des dizaines de milliers. Et il en ramasse quelques-unes, il les remet à l'envers, il les retourne à l'océan, etc. Et tu as quelqu'un qui dit mais à quoi ça sert? Tu vas pas toutes les sauver. Et l'enfant dit ouais, pour celle-ci, là que je ramasse, ça fera une différence. Ok. Et je me dis ouais, il y a plein de raisons pertinentes peut-être pour pas agir, de dire ouais, c'est de quoi l'impact et tout, mais je me dis moi j'aime bien être dans l'action.
Je me dis qu'il faut qu'on soit dans l'action. Plus dans l'action, plus on incite d'autres gens à être dans l'action. Je me dis que il se passe concrètement des choses uniquement quand tu es dans l'action. Quand tu es dans ta tête, il se passe rien. C'est juste t'es dans ta tête. Et je me dis, il faut agir. Donc l'idée, c'est d'agir effectivement efficacement, mais il faut agir. Et là, je pense que là, c'est un événement qui permet de faire prendre conscience à des gens importants, à des gens qui ont de l'argent, que il faut protéger cet océan. Voilà, donc ça me semble avoir de l'impact. Moi, j'ai du plaisir, mais effectivement, parfois, notamment avec Trump, par rapport à tout ce qui se passe dans le monde, tu peux dire, ça, c'est un peu, tu te dis à quoi bon, quoi ça sert, enfin, ça peut te démoraliser. Et puis ensuite, je repars dans l'action et ça me booste à nouveau et je me dis allez hop, on continue quoi. Peut-être c'est un échappatoire, peut-être c'est une fuite en avant, je sais pas. Mais Non, mais tu changes là où tu mets ton attention en mettant dans l'action. Tu rencontres des gens qui sont aussi dans l'action et à la place que ton cerveau soit plein de ouais. mauvaises nouvelles, il est plein de gens qui font avancer. Donc, c'est vrai que ça marche. Et c'est vrai que j'ai un peu porté l'événement, tu vois, au début, mais là, il y a plein de gens qui m'ont rejoint. Il y a Nicolas Ben Senior qui fait un super boulot. Il y a Jean-François Cauchy, il y a Carole Arnaud, moi associé à Marc Foll. Donc et on s'implique. Il y a des gens qui me disent écoute, est-ce que je peux travailler de manière bénévole pour cet événement? Donc ça fait vraiment plaisir. Je me dis tu sais, c'est un peu comme une petite boule de neige. Elle descend la colline, elle prend de plus en plus de neige, de plus en plus grosse. Donc, on aimerait bien aussi que ce soit une belle grosse boule de neige, quoi, là, qui arrive. Quoi. Une belle boule de neige qui purifie un peu tous les océans à la fin, ce serait beau. Ouais. Non, mais bravo, en vrai. Je viendrai l'année prochaine parce que là, cette année, je serai pas là du tout, mais l'année prochaine, je viendrai sans aucun doute. Tu m'as pitché le projet parfaitement. Si, Ça je te filme. Je peux te poser les dernières questions? Ouais. La première, c'est quel conseil tu donnerais au jeune Antoine qui a 25 ans, qui débute dans la vie? Ose, fonce, au pire, il te dit non, quoi. C'est vrai que souvent, j'ai pas osé faire des demandes. Si, mais j'avais peur souvent de l'échec de la réponse que je pouvais avoir. Et là, j'ose de plus en plus. Je me dis, il y a vraiment, j'ai rien à perdre, quoi. Au pire, il me dit non. Donc, j'ai fait ça avec plein de gens différents. Je me dis, tiens, je vais envoyer un email au cabinet d'Élysée. Au pire, il me dit non, tu vois. Et du coup, on a eu un accord. On a contacté Mike Horn, au pire, il me dit non. On a contacté des milliardaires pour qu'ils soient présents. On va avoir des personnalités un peu du monde économique qui sont présents. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait des PDG du CAC 40 qui soient présents. Go, quoi. Mais Go, t'as rien à perdre, quoi. T'as rien à perdre. C'est beau alors qu'en plus j'ai l'impression que tu tentais déjà des choses avant, mais je vois ce que tu veux dire. En fait, il y a rien. Là, je me dis, il faut être ambitieux, il faut être résilient, il faut être positif. Et je me dis que faut être ambitieux. Ouais. Vise haut, quoi. Merci beaucoup. Et résilient parce que tu te prends quand même pas mal de non. Il y a des gens qui te répondent pas. Il y a des gens qui m'ont pas répondu pendant 2 mois et tout d'un coup t'as l'email qui tombe. Tu pensais que c'était mort et en fait c'est bon. Donc, c'est les meilleurs emails, ça. Je t'ai pas oublié, désolé, je suis là et ça. Souvent entre ce que tu donnais comme raison à sa non-réponse et la réalité, en fait tu t'es juste, ça a rien à voir. Donc il y a ce qui se passe, il te répond pas, et ensuite il y a l'interprétation que ce que tu donnes à ce qui te répond pas. Et suivant l'interprétation que tu donnes, ça peut te bloquer ou voilà. Donc là, je me dis non, juste il répond pas et tu continues quoi. Ça veut rien dire sur toi, ça veut rien dire sur le reste. Ok. Et ça veut même rien dire sur la personne. Ok. Est-ce que tu peux me raconter un moment où ta vision du monde, où t'as eu un espèce de saut de conscience, où où ta vision du monde a vraiment basculé? T'en as déjà eu un où tu me dis où t'as vécu cette expérience le 1er janvier, et là j'ai l'impression que t'as vraiment changé de manière de relation au monde et de vision du monde. Est-ce que c'est arrivé à un autre moment? Et écoute, sur des collectes de déchets sur la plage, c'est vrai quand tu ramasses des tout petits morceaux de plastique, tu dis ah, putain, enfin, il faut qu'on agisse, faut que ça bouge. Je suis pas un modèle du tout. J'ai un bilan carbone qui va être catastrophique.
Mais tu vois, j'étais aux Maldives, j'ai fait du surf avec des copains. Mhm. Et donc c'est vraiment cette image un peu paradisiaque où avec ma femme on était à Bali. Pareil, on m'a présenté ça comme un truc paradisiaque. Et en fait, j'ai vu des plages mais polluées, Ouais. tout. Et aux Maldives, j'ai vu une plage poubelle. Et ça m'a vraiment interpellé. Donc t'as un sable blanc qui est magnifique, t'as une eau qui est magnifique, t'as des vagues qui sont magnifiques, et t'as des détritus sur la plage, mais à perte de vue, et des détritus assez récents. Et là, tu te dis bon bah ouais, c'est pas possible quoi. Il faut qu'on se bouge, faut qu'on y aille. Et souvent, et je vois aussi des vidéos, tiens, en Asie où t'as un groupe de people, de personnes, ils sont à une rivière avec mais des tonnes et des tonnes de plastique, donc tu te dis c'est mort, on n'y arrivera pas. Et il y a des gens, ils se retroussent, ils se mettent, tu vois, des combinaisons, ils commencent à ramasser les déchets. Et la vidéo elle est en accéléré, mais ils sont peut-être une dizaine. Et t'as l'impression qu'en une journée, c'est nettoyé. Ouais. Et tu dis bah on peut agir, quoi, on peut changer des choses. Donc moi c'est quand je suis envie de me dire, et souvent je perds plus de temps à me dire ça va être compliqué, ça va être dur, et tout ce temps en fait je le mets pas à Mhm. l'action. C'est pas Et du c'est temps que ta je transforme en vie. action. Et je me dis il faut qu'on soit dans l'action. C'est vrai que c'est important d'être aussi dans les actions qui sont positives, et c'est pour ça que d'avoir des associations, d'avoir des experts, d'avoir des scientifiques qui disent ok ça c'est efficace. Voilà. Mais le truc qui serait efficace, c'est de passer des lois pour interdire le plastique, quoi, ou qu'il y ait un impôt qui soit suffisamment, euh, comment dire ça, dissuasif, Ouais. pour que les gens puissent acheter, avoir des alternatives. Donc c'est vrai que moi j'étais plutôt assez libéral, mais je trouve que avec des taxes, tu peux aider, faire orienter les entreprises Ouais, vers tu peux des orienter complètement. ouais. Et je trouve que ça serait vraiment pertinent qu'il y ait des lois qui passent. Et c'est pour ça que Surfrider fait tout un travail de lobby. Mais je me dis qu'il faut qu'on accélère sur ces sujets, quoi. Ben, on croise les doigts. Est-ce Hum. que je peux te poser une dernière question? Ouais. Ce serait quoi pour toi la civilisation humaine dans l'idéal dans 100 ans? Je Qu'est-ce que tu vois alors? Un rêve? je sais pas, parce que le développement de l'IA avec tout ça, c'est des choses que tu sais pas où ça va nous emmener. C'est difficile de prédire ce qui va arriver. Je me dis, j'espère qu'on sera encore sur cette planète, qu'elle sera encore belle, Ouais. l'océan sera encore beau et en bonne santé, un monde de paix, un monde où bah, mon fils ou mes petits enfants seront heureux. J'espère que le développement de l'intelligence artificielle leur permettra d'être plus responsables, d'être plus généreux, parce que cette planète, en fait, on voit qu'on est interdépendants des uns et des autres. Donc, euh, c'est pas en s'isolant qu'on va régler les problèmes de cette planète, quoi. Je suis Donc, d'accord. ouais, ça peut être un peu naïf, mais bon, c'est ce que j'aimerais bien. Et j'ai envie de te citer ce que tu as dit au tout début. On a besoin de manger, on a besoin de boire, mais on n'a pas besoin de donner. Et ça pourrait devenir, on a besoin aussi de donner. Et se rendre compte que réellement ça change la vie, quoi. Tu vois, on peut dire on n'a pas besoin d'être généreux, on n'a pas besoin d'être solidaire, mais c'est vrai que ça ferait une différence, quoi. Ouais. Voilà. Écoute, je te remercie beaucoup. Merci pour ces belles paroles, Antoine. Je Merci coupe. beaucoup à toi, Clément. En tout cas, merci pour ton invitation. Merci pour inspirer des choses positives, diffuser des choses positives. Et ouais, bah, j'invite les gens à être dans l'action, j'invite les gens à nous rejoindre dans l'Ocean Leader Summit. Et s'ils veulent nous aider, m'aider, participer, bah, avec plaisir pour les accueillir, ils peuvent me contacter sur LinkedIn. Donc, Je voilà. mettrai tous les liens dans la description. Ouais. Merci encore à toi. Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Écoute, j'espère que tu as autant apprécié cette discussion que moi, que tu ressors inspiré et plein d'énergie grâce à cet invité. Si c'est le cas, fonce le partager à tes amis, à ta famille ou à qui tu veux. Et n'oublie pas de t'abonner pour ne rien louper. À la semaine prochaine.